petit aparté sur ce routeur, c'est un routeur un peu particulier, c'est une nouvelle génération. En fait, il est composé de deux parties. Vous avez une partie qui va gérer les communications en tant que telles, un OS dédié aux communications, l'iOS, et puis l'iOX qui va nous permettre d'embarquer du code, d'embarquer du logiciel au plus près de notre camion. Et donc il faut bien imaginer, là les rapports de taille ne sont pas forcément bons, il faut imaginer que ça, c'est à l'intérieur de ça, bien sûr. Alors super, tout marche bien, tout est connecté, on a une magnifique connectivité, on voit effectivement en opération, je suis un technicien de monitoring de mes opérations et je vois effectivement en quasi temps réel ces données qui remontent. Alors ce qu'on a construit, bien sûr, c'est bien beau d'avoir de la remontée d'informations en quasi temps réel, mais ce qu'on a construit, c'est un modèle de prédiction qui va en fait analyser en temps réel les données qui remontent de ce camion et qui va prédire sous les 3 minutes le risque opérationnel lié à l'utilisation de ce camion en conditions réelles. Donc si on imagine ce camion aujourd'hui opération en Afrique du Sud, et on va essayer de créer un risque sur ce camion. C'est moi qui casse le camion. C'est moi qui dois casser le camion. Qui doit essayer de produire alors on va faire plusieurs choses, parce que la séquence des camions. Vas-y. On va le bouger un petit peu. Donc, on va bouger un petit peu, puis là j'ai un superbe actuateur. Vous voyez, ça c'est un actuateur qui symbolise la pression hydraulique en fait, qui est ici dans le joli vérin. Donc on va bouger un petit peu le camion, et puis je vais bouger un petit peu la pression, et théoriquement, on devrait ici avoir un risque. Ah, on n'a pas de risque, l'effet Bonaldi. Ah oui. Oh. La flèche n'était pas montée à ça. Parce que l'IA est très précise, et l'IA effectivement s'intéresse à un certain nombre de phénomènes, scanne en temps réel, analyse en temps réel, mais il faut encore que les choses soient très précises. Et donc j'ai monté un petit peu. Allez, on va faire vibrer un petit peu. Il faut bien regarder parce que normalement ça doit s'allumer et ça doit apparaître à l'écran. Allez, on vibre. Et moi en même temps. Ah, là on a effectivement un risque ici. On a mesuré que si je maintiens ces conditions d'opération pendant les 3 prochaines minutes, il y a un risque d'effondrement en fait de la flèche. Donc ces données ont été historisées, on a appris notre modèle, super, et on voit que ça fonctionne. J'ai à Paris une indication du risque. Il faut que je dégonfle un peu mon actuateur. Voilà. C'est responsive. Et effectivement, le chauffeur, lui également, à the edge, donc dans son camion, est averti du même risque, du même niveau de risque. Ça fonctionne très bien, on a une bonne synchronisation entre Paris et mes opérations sur le terrain en Afrique du Sud. Mais bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, en Afrique du Sud, généralement dans une mine, on n'est pas connecté H24. J'ai appris que même en Allemagne, parfois, ils ne sont pas connectés. Oui, on a appris ça tout à l'heure, mais je ne le dirai pas trop fort. Donc on est en Afrique du Sud, dans une mine, et effectivement, je débranche le camion ici. On s'aperçoit d'une chose à Paris, c'est assez dynamique, c'est qu'on n'a plus de remontée de données. Donc même si je bouge le camion, j'ai vraiment débranché, donc je ne suis plus connecté. Là, on n'a plus rien. On n'a plus aucune remontée de données. Par contre, l'intérêt d'avoir embarqué le modèle de prédiction, le modèle de classification au plus près de notre objet, c'est-à-dire dans l'objet, fait que si je reproduis exactement le même scénario, donc je vais vibrer un petit peu, on va vibrer. Et normalement, les ampoules s'allument quand même. Si tout se passe bien. Et je vais remettre un petit peu de poids sur la flèche, et effectivement, on se rend compte que le modèle, étant embarqué directement dans le camion, reproduit aussi le risque, et le conducteur est quand même averti, même si finalement il est dans une zone où il n'est pas en réception. Quand la connexion revient. Alors ce qui est important effectivement, c'est je rebranche mon camion, mes opérations sont terminées, je ramène mon camion au garage le soir et je retrouve une connexion. Bien évidemment, toutes les données qui auront été produites par le camion ont été bufferisées dans notre gateway, dans le routeur Cisco. Dès l'instant où le routeur est à nouveau connecté à son cerveau dans le cloud, il va remonter les données et éventuellement réapprendre, si une nouvelle séquence à risque a été détectée, réapprendre de cette séquence. Donc on voit effectivement la remontée des données, hein, ça remonte au cloud. Réapprendre cette séquence, et si le modèle à nouveau produit est beaucoup plus, je dirais, accurate et cohérent que celui précédemment embarqué, on va de façon automatique retransférer, recharger le nouveau modèle dans le routeur pour les opérations du lendemain. Donc voilà. Tout cela, c'est industriel et c'est disponible. Donc on peut vraiment s'interfacer avec le routeur Cisco. On utilise ce qu'on appelle le Fog Director, qui est le logiciel qui déploie les applications dont parlait Guillaume tout à l'heure dans l'infrastructure Cisco, au plus près, pour que quand l'objet n'est pas connecté,
effectivement, malgré tout, j'ai quand même des prédictions en local. Deuxième scénario. Alors, je vais vous demander un petit peu de temps parce que là, il faut que je reconnecte cette machine à un petit réseau. Tiens, on va prendre celui-ci. Ah. Là, je vais avoir besoin du cloud. Pour vous montrer effectivement la plateforme, je vais avoir besoin du cloud. Donc finalement, les modèles n'arrivent pas tout seuls. On a vu que ce n'est pas forcément simple de produire des modèles prédictifs. Donc ce que nous avons fait chez Tell.me+, c'est qu'on a industrié la production des modèles prédictifs depuis finalement l'ingestion des données jusqu'au déploiement. Et donc là, c'est juste pour surfer rapidement sur la partie production du modèle. Donc après, on va pouvoir basculer dans quelques instants sur l'écran de Loïc qui sera reconnecté. Vous voyez, quand on dit qu'on n'est pas connecté tout le temps, c'est tellement vrai. Donc si vous pouvez basculer sur l'écran de Loïc, ça y est, on y est, c'est bon. Donc ce que je vais vous montrer, c'est bien bon, on a construit un modèle, on l'a déployé, maintenant il faut bénéficier des outils et d'une certaine forme d'automatisation qui va nous permettre, je dirais, de rapidement construire un modèle de prédiction. Donc la plateforme Predictive Objects va vous permettre effectivement de déployer ce modèle en mode collaboratif. On voit ici, si je rentre sur un projet, je vais retrouver deux phases. Une phase de lab qui va me permettre de modéliser effectivement, montrer un petit peu d'écran. On va pouvoir ingérer un certain nombre de sources d'informations suivant différentes modalités. On va pouvoir mettre en conformité ces sources d'informations, ces données, avec ce qu'attend un algorithme de machine learning. On va pouvoir bien évidemment préparer ces sources d'informations. Tout n'est pas forcément bon. On a beaucoup de déchets aujourd'hui dans les données industrielles. Il va falloir qu'on travaille la donnée et notamment qu'on travaille une chose essentielle. Donc je vais rentrer sur une source. Je vais vous montrer quelque chose. On va pouvoir travailler effectivement. Les données industrielles, il faut les visualiser comme des données de série temporelle. Vous avez des données qui arrivent à des points de temps continus, et vous traitez ça en fait en statistique comme des séries temporelles, des time series. Vous entendrez beaucoup ce mot dans notre domaine. Ce qu'on va permettre de façon automatique avec la plateforme de faire, c'est de retravailler ces time series qui ne sont pas forcément facilement traitables et analysables par un algorithme de machine learning. On va effectivement travailler des agrégats qui vont nous permettre de porter de l'information au-delà simplement de la donnée. Aller au niveau des datasets, créer un certain nombre de datasets, et on n'est pas limité, je dirais, en termes de datasets. On va tester un certain nombre d'hypothèses ici. Une chose que la plateforme va vous permettre également de faire de façon, je dirais, automatique, c'est notamment le décalage des points d'horizon. Quels sont les points d'horizon de mon modèle prédictif? C'est quelque chose, lorsqu'on code un algorithme, on a besoin effectivement de définir cela. Et la plateforme va vous proposer, va le faire de façon beaucoup plus simple. Et en bas à droite. Là également, chose importante en termes d'apprentissage, en termes d'algorithmie, on ne maîtrise jamais la dimension du temps. Combien de temps va prendre mon expérimentation et quelles ressources cela va monopoliser. Donc là, vous avez juste un curseur qui va vous permettre de vous déplacer le long de la ligne et d'affecter, d'allouer sur un rapport temps-ressources le meilleur provisioning, je dirais, de votre matériel pour pouvoir déployer et pour pouvoir générer votre modèle. Avant, juste l'intérêt de ce qu'il y a en bas à droite, on ne se rend peut-être pas forcément compte parce que ça paraît simple, c'est j'ai commencé un travail de modeling et finalement j'arrive à la fin, j'ai ma réunion et je sais que j'ai une dizaine d'heures de calcul. Elle est prévue vendredi, elle est ramenée à mercredi. Je sais que si je ne peux rien faire, je ne vais pas pouvoir délivrer mes prédictions. En bas à droite, un utilisateur, sans s'occuper de savoir quel cloud fonctionne, est-ce que c'est du Microsoft, est-ce que c'est de la AWS, est-ce que c'est du Google, il va juste avoir à se déplacer sur la droite et on va lui augmenter pour cette durée de calcul sa capacité. On va la multiplier par 2, par 4, par 8 ou par 10. Donc si son calcul dure 10 heures, il slide sur la droite, il met 10, ça mettra 1 heure. Et c'est aussi simple que ça. On provisionne juste le temps de cette exécution, juste le temps de ce modèle. Donc ça ne coûte pas très cher, c'est tout l'intérêt du cloud à la demande. Je provisionne à la demande, je réponds, je suis super rapide et je suis capable de faire ma réunion le lendemain alors qu'autrement je n'aurais pas été capable. Ça c'est pour une réunion. Si j'ai une dérive d'un capteur et que je dois absolument recalculer mon modèle, je vais rapidement pour aller corriger le problème dans ma production en 1 heure ou une demi-heure si j'accélère encore à fond. Donc, on va
va pas lancer un calcul aujourd'hui. On va essayer de rester tranquille. Et puis bien sûr, la phase la plus importante, enfin une des phases les plus importantes, qui est bien sûr le modeling, où là vous allez retrouver une interface très très simple qui va vous permettre de marier, je dirais, la puissance de l'intelligence artificielle, du machine learning et de l'optimisation. On a entendu plusieurs fois ce mot revenir. On a bien sûr toujours ce trade-off entre la production d'un modèle, c'est une chose, et son optimisation derrière. La plateforme va réunir, je dirais, l'ensemble des deux dimensions, la recherche opérationnelle et le machine learning, pour produire un modèle qui est bien sûr le plus proche de la fonction objective que vous aurez définie, ou plutôt que vos métiers auront défini. Ce n'est pas la même chose que de cibler effectivement le rappel ou la précision sans rentrer dans les termes techniques. Alors bien évidemment pour les plus aguerris, et ça les data scientists nous le demandent, je dirais par défaut, c'est la possibilité pour le data scientist de créer lui-même sa propre simulation de recherche et de pouvoir optimiser selon son use case les métriques qui vont lui permettre de maximiser son business. Donc on va pouvoir cloner un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, je dirais, d'obtenir à la fin très rapidement le modèle le plus adapté au cas business. Pré-câblé, small, medium, large, pour qu'un utilisateur sans un métier, sans forcément connaître, va pouvoir lancer un modèle, une recherche de modèle, automatiquement, dans un temps très court. Donc, est-ce que je peux tirer quelque chose de ces données super rapidement? On revient dans tout ce qu'on a dit avant. J'ai un ROI à déterminer. Avant de passer beaucoup de temps, je vais essayer de regarder si rapidement dans mes données je peux en tirer quelque chose. Je dis souvent, se tromper en 9 mois c'est une catastrophe, se tromper en 9 heures c'est une bonne nouvelle, parce que je sais que c'est pas un axe de recherche où il faut que je revienne peut-être à ma question, où il faut que je revienne à d'autres données. Donc on a pré-câblé un certain nombre de choses pour aller vite, pour que les métiers puissent trouver des réponses rapides. Et puis bien évidemment, il va falloir pouvoir évaluer ce modèle, notamment dans sa dimension mathématique. Donc là, on va donner tous les outils aux data scientists et aux équipes d'analystes pour pouvoir mesurer, je dirais, la performance de ce modèle. Donc vous avez un certain nombre de jolies courbes, des matrices ici qui vous permettent d'évaluer, encore une fois, la pertinence uniquement mathématique du modèle. Bien évidemment, lorsque ce modèle est mathématiquement cohérent, qu'il représente effectivement mon problème au sens mathématique, je vais pouvoir le déployer, donc là je vais le décocher, je vais pouvoir élire ce modèle pour un passage en production, et ça, sur la plateforme Predictive Objects, c'est seulement ici un clic. En un clic, vous allez élire ce modèle comme étant un candidat potentiel pour une mise en production. Évidemment, on va revenir ici à la racine de mon projet. Une fois que ce modèle a été élu en production, je vais pouvoir le retrouver ici dans la gestion du cycle de vie, dans son performance monitoring, et parler plutôt métier. Et là, c'est vraiment le métier qui va déterminer effectivement, avec un petit peu de réseau, ce sera mieux. Voilà, merci. Donc là, on change de phase dans la démonstration. On a vu un premier exemple sur de l'embarqué, un deuxième, donc c'est comment je produis les modèles, on est allé très vite. Et le troisième, c'est finalement, j'ai un modèle, il convient. Qu'est-ce que le métier peut faire de ce modèle au quotidien? Est-ce que je peux comprendre ce modèle et surtout l'exploiter pour qu'il soit actionnable? Alors, Loïc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette asset view, asset card, si vous regardez en haut à gauche? Donc là, on est sur là en l'occurrence, c'est un exemple de churn, puisqu'on a aussi la possibilité de faire du Customer Intelligence, c'est assez pratique à expliquer. Donc, asset card à gauche. Ce que vous voyez là, en fait, c'est la mesure de risque qui porte sur un contrat d'un souscripteur, d'un opérateur telco français. Donc, je peux me décaler dans le temps. Ici, j'ai construit différents modèles, et notamment ce modèle qui est éligible en production. Et je vais pouvoir, en tant que métier, en tant que gestionnaire de la relation client, regarder un petit peu à quoi correspond ce modèle. Donc, si je me place en septembre 2017 ici, je vois effectivement une évaluation du risque qui est relativement minime pour ce contrat 1153, caractéristiques qui sont affichées. Et puis ensuite, ici, ce que vous voyez dans cette colonne à gauche, ce sont toutes les modalités du modèle, les variables du modèle, si vous voulez. Les variables sur lesquelles les métiers vont pouvoir agir. Donc j'ai les différences au prix précédent, c'est le montant total, par exemple, que j'ai payé en septembre 2017 versus le montant que j'avais payé en août 2017. Alors je vais pouvoir, avec cet outil de simulation, c'est vraiment, on va rentrer dans du what if scénario, vraiment actionnable métier. Je vais pouvoir non seulement me décaler sur ma ligne temporelle et regarder un petit peu l'évolution du risque pour ce client,
Ah, et je vois qu'en novembre 2017, le modèle prédit que le risque commence à être avéré, on le voit ici spécifié en rouge, hein, un score de 0,60, normalisé entre 0 et 1, et si je pousse, je décale dans le temps un mois supplémentaire, on voit que le risque que ce contrat soit churné, donc que le client mette fin à son contrat, son abonnement en 2017, est avéré. Fort risque, ici, poussé en 2017. Maintenant, je vais pouvoir, en tant que métier, agir un petit peu sur les variables. What if? Et si? Et si je faisais ça? Et si je réduisais telle variable? Et si j'augmentais telle variable? Quelle pourrait être l'incidence sur la décision du client? Donc je vais propager ici un certain nombre de valeurs. Oui, il faut que je le fasse sur le bon mois, ce sera mieux. Allez, on va le faire sur celui-ci. Voilà, je vais propager ici diff prix précédent. C'est propagé. Et en principe, théoriquement... Ah non, l'effet Bonaldi. Diff prix précédent. Tu n'as pas dû ici. propager la bonne information. Parce que voilà, on y c'est revient. juste pour qu'ils se rafraîchissent. Et c'est le réseau en fait, encore une petite latence réseau. Voilà, et là ici, je vais l'appliquer, je vais propager le changement de cette variable. Si j'avais effectué ce changement de variable fin octobre 2017, quelle aurait été l'incidence sur le risque de churn de mon client? On se rend compte qu'en novembre, le risque a été réduit, il est resté à 0,12 en termes de scoring, et si je me propage ici fin décembre, le client ne part plus. Donc si je modifie simplement, si j'ai l'actionnabilité sur cette variable au mois d'octobre, au mois de décembre, je réalise qu'effectivement le client ne partira pas et ne part plus effectivement au mois de décembre. L'actionnabilité, là on n'est plus sur des termes mathématiques, on est dans l'explicabilité et on voit ici le chemin dans l'arbre de décision pour ce contrat-là. On voit le chemin dans l'arbre, hein, symbolisé en bleu. On peut jouer effectivement sur les variables, essayer un certain nombre de scénarios. Aujourd'hui à l'entité, demain sur un groupe d'entités. Ça va vous permettre vraiment de régler à la fois votre plan marketing si vous êtes un telco ou un plan de maintenance si vous êtes dans l'industrie sur une problématique qui a de la maintenance prédictive. Si on applique ça sur donc finalement un risque de panne ou un risque de dépassement de seuil, je peux avec cet outil de simulation finalement me dire si je me place dans 15 jours et que je peux caler ma maintenance sur ma maintenance qui est déjà prévue, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mes paramètres et est-ce que c'est possible? Donc je me déplace de 15 jours pour m'aligner sur la maintenance qui est prévue et je vais essayer de jouer avec mes paramètres sur la gauche. Potentiellement, est-ce que je sais diminuer la capacité de production de cette machine parce que je peux augmenter la capacité d'une autre? Et donc repousser de 15 jours la maintenance sur cette machine pour l'aligner sur une maintenance qui est prévue et qui est déjà planifiée. Donc je gagne évidemment beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent et je simplifie considérablement la gestion de mes équipes. C'est ça en fait ce qu'on appelle l'asset view et l'asset intelligence. Ces vues-là, il y en a plusieurs, dans Tell Me Plus, il y en a à présenter des manières d'actionner les prédictions. Elles sont paramétrables, c'est-à-dire que ce que vous avez sur la gauche, si on va un petit peu en bas, il y a un plus, où vous pouvez ajouter les paramètres, vous en tant que métier, qui vous semblent pertinents par rapport à ce que vous êtes en train de changer comme paramètre. Donc si pour vous, ce n'est pas la capacité de production, c'est autre chose, vous pouvez ajouter à gauche les données qui caractérisent l'asset sur lequel vous êtes, les données qui vous intéressent en termes de changement. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. Merci beaucoup Loïc d'avoir préparé cette démonstration. On dit souvent, quand ça paraît simple, c'est pas si simple. Je suis sûr que vous avez tous eu chacun dans votre quotidien à préparer des présentations, des démonstrations. Il y a des vraies données, c'est du vrai cas réel et on peut le déployer industriellement.